Hey guys, UFC Lightweight Rafael Fiziev here. Welcome to Kevin Podcast After Fight. Hey everyone, welcome to Kevin's podcast from After Fight. Au top. Allez, let's go. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de striking. J'ai fait appel au coach Benoît Z, coach de striking d'élite en direct de Thaïlande. Comment tu vas, Benoît? Eh ben écoute, tout va bien. Comme tu dis, en direct de Phuket, ça peut que aller bien ici. Et ouais, tout va bien. Alors, première vidéo de 2025 donc sur la chaîne. Je suis super content de t'accueillir. J'en profite pour dire que tu vas venir régulièrement sur le podcast. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu du striking parce que tu es un coach de striking donc au Tiger. Déjà, juste pour rappeler aux gens, combien de temps ça fait que tu enseignes le striking? Écoute, j'ai 45 ans. J'ai commencé le pied-point à 13 ans. Du coup, on peut dire que toute ma vie, j'étais dans le striking et dans tout ce qui se boxe debout. Et je me suis orienté vers le coaching à partir de 25 ans, un truc comme ça. À 25 ans, j'ai eu une blessure, j'ai eu un pneumothorax. Et du coup, interdit pour moi de boxer. Et je me suis passionné de performance depuis que je me suis mis là-dedans. Voilà. Ok, donc ça va être une série de podcasts. Il va y avoir podcast éducatif parce que ça va servir autant aux débutants qu'aux confirmés. Moi, je voudrais savoir aujourd'hui, Benoît, c'est quoi pour toi la définition du striking, que ce soit en MMA ou en kickboxing? Alors déjà, le kickboxing, c'est du striking. Donc comme ça, on est dedans. Maintenant, la définition du striking en MMA, c'est à partir du moment où tu es debout. Où tu es debout et qu'il n'y a pas de contact, pas d'accrochage. D'accord? Et là, on est dans le striking. Dès que ça s'accroche, on va passer en lutte. Dès que ça tombe, on va tomber en grappling, si je ne me trompe pas. Du coup, moi, mon taf, c'est tout ce qui se passe debout sans accrochage. Et dès que ça s'accroche, je laisse la place aux profs de lutte ou aux profs de grappling. D'accord. Donc, on est sur After Fight, on parle beaucoup de MMA, mais moi, j'ai envie de mettre l'accent aussi sur cette partie-là, justement, où tu excelles là-dedans, le striking. Comment ça se passe quand un athlète il arrive pour être coaché par toi? Quels sont les axes et quels sont les points que tu regardes justement pour pouvoir peaufiner son style en striking? Alors, déjà, il y a des strikers qui font appel à moi. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils ont une grosse base de pied-point avec et ça donne des coups de poing, des coups de pied, des coups de genoux, des coups de coude, des déplacements. Et sinon, il y a le profil des lutteurs qui viennent. Donc déjà, c'est deux profils totalement différents. Et à partir de là, il faut adapter les contenus que tu proposes aux mecs pour qu'ils performent le jour J. En plus, il faut tenir compte de l'adversaire. Est-ce qu'ils vont boxer un striker? Est-ce qu'ils vont boxer un lutteur? Est-ce qu'ils vont boxer un grappleur? Et donc, c'est d'une complexité, c'est très complexe, tu vois. Maintenant, je te cache pas, je préfère travailler avec des strikers, c'est sûr, 100%. Et pour répondre à ta question, c'est vraiment du cas par cas. Là, on parle du haut niveau. Quand quelqu'un il fait l'appel à moi, on s'assoit au début, on regarde l'adversaire. Si je connais son style, bah, c'est beaucoup plus facile. Si je ne connais pas son style, je dois m'adapter à son style aussi. Et on définit un plan d'entraînement et on va vers une belle victoire. Et justement, toi, c'est dans quelle partie que tu prends le plus de plaisir? Parce que je sais qu'il y a Bilal Jiktou qui a fait appel à toi en boxe anglaise. On a pu te voir aussi en Muay Thai, enfin en MMA. C'est où vraiment que tu excelles le plus et où tu prends le plus de plaisir à coacher? Déjà, gros big up à Bilal qui vient de remporter la WC Silver il y a quelques jours. Du coup, je le félicite et c'est une grande fierté pour moi et tous les Nantériens. Ça, c'est la première chose. Et moi, ce qui m'excite dans ce métier, c'est pas le sport en soi. Moi, ce qui m'excite, c'est d'avoir un combattant, une date, un adversaire et de gagner. Voilà. Cette année, là, le bilan que j'ai, c'est 14 victoires pour une défaite en tant que coach. Et quelle que soit la discipline, moi, ce qui m'excite, c'est la performance et la victoire.
C'est intéressant le palmarès que tu viens d'évoquer. Est-ce que tu peux nous citer quelques noms justement que tu as eu cette année avec J'ai eu Daniel Donchenko, double champion du NISA. J'ai eu Maurice Abebi, qui est Fighter One, qui a tapé un ancien mec de l'UFC. J'ai fait 4 victoires avec Bilal Kitou. J'ai une petite qui monte là, une petite Kazakh qui s'appelle Farah, qui est en train de tout casser en ce moment et qui combat ce soir d'ailleurs. Juste après l'interview, j'y vais là. Quoi d'autre? J'ai coaché une japonaise, Rena, qui combattait au Rising, une organisation incroyable devant 37 000 personnes, qui a performé. J'ai travaillé avec Thibaut Gouti, qui a connu un revers au Bellator. C'est le seul revers que j'ai eu cette année d'ailleurs, mais qui a fait un super gros combat. Et j'espère qu'il va revenir fort en 2025. Et j'en ai eu plein d'autres. J'ai eu des plus petits combats aussi, mais des petits combats qui restent des combats dangereux, tu vois, dans des stadiums ici. Et voilà, j'ai une équipe de mecs qui sont doués et en plus qui sont bons, quoi. Et là, tu es basé donc en Thaïlande. Est-ce que ça fait un moment déjà que tu es là-bas. Ouais. Est-ce que tu as remarqué une différence au niveau de l'enseignement, même le fait que toi t'enseignes sur ta vision du striking en France et à l'étranger? Et j'imagine que dans d'autres pays, ça doit être encore différent. Avec le tour que tu as pu faire, tu es allé au Kazakh, tout ça. Quelles sont les différences qui t'ont peut-être impressionné tout au long de ta carrière de coach? J'ai un truc qui m'a marqué. C'est quand je suis parti chez Henry Hooft à Miami. À Killcliff? Voilà, je suis parti là-bas deux fois. Et c'est vraiment une énergie positive où tout le monde se tire vers le haut. Une grosse équipe, tu vois, une grosse équipe soudée. Pour te dire, durant un sparring, ok, il y a un mec qui combat, tout le monde s'arrête, on va tous devant le match, ils soutiennent tous le mec. Mais il y avait Chandler, je crois, il combattait 2 semaines après, il a arrêté son sparring pour soutenir, et ils sont tous revenus. Et ça, j'ai trouvé ça nulle part ailleurs dans le monde. Une équipe comme ça. Tu parles ils sont allés regarder à la télé? À la télé, on avait un petit bureau avec une télé, Ok, un petit bureau, un ok. grand bureau. Ouais, bien sûr. On s'est posé, tac, on est revenu sparring. C'est trop mortel. Maintenant, mon expérience en France, j'en ai pas trop parce que je vais pas trop dans les salles en France, la vérité. Donc, je sais pas trop comment ça se passe. Et ici, en Thaïlande, tu peux retrouver un mini États-Unis. C'est-à-dire Ok. des structures extraordinaires avec tout ce que tu veux, conditioning, grappling, lutte, tout ce que tu veux. Une infrastructure incroyable. Et les mecs viennent tous. Il y a beaucoup de mecs maintenant qui viennent se préparer ici. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Et en tant que coach, qu'est-ce que tu penses, toi, du niveau du striking élite en France? Sincèrement, c'est pas pour tirer, c'est pas pour tirer sur les gens ou les coachs, pas du tout. C'est pas le but du podcast. Mais toi, en tant que coach de striking, qu'est-ce que tu penses quand tu vois ce qui ressort? Je parle au niveau élite. On va parler en MMA et pourquoi pas en pied-point aussi, tu vois. Quand tu vois ce qui se fait de mieux, le gratin. Je le répète, je vais pas citer de nom, mais qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que on est vraiment on est presque les meilleurs, j'ai envie de dire, ou pas? Parce que quand on voit Cyril Gane, tu vois, avec son striking là. Il y a une grosse école française de striking. Il faut en être fier et c'est reconnu à travers le monde, tu vois. Il y a comme tu viens de citer Cyril Gane, qui a un déplacement stratosphérique pour les poids lourds. D'ailleurs, bravo à Fernand Lopez pour sa formation et tout ce qu'ils ont accompli, tu vois. Bravo à eux. Tu vois un Saladin. Waouh! Waouh! C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Le mec, il a 12 poumons. Il se déplace trop bien, il enchaîne. C'est violent, tu vois. Et au-delà de ça, non, on a une belle école qui est reconnue, je pense, à travers le monde. Et non, fier de l'école française, hein. Fier de ce qui se passe, ouais. Ouais, donc pour toi, on n'a rien à envier aux pays étrangers sur la partie striking. Non, non, rien du tout. Après, moi, je suis fan de la boxe soviétique. Ce mouvement de rentrer-ressortir, j'adore ce style. J'adore vraiment, tu sais, le style, ils sont longs, les mecs.
il boxe de loin. Le Shamkat, comment il s'appelle? Shavkat Rakhmonov. Ah Ouais. ouais, j'adore. J'adore ce style. Ouais, c'est. Longévité. J'aime bien, c'est élégant, tu vois. Ouais. Et justement, quand des combattants de MMA font appel à toi, est-ce que tu peux nous dire les bases un peu que tu enseignes sans... je sais que ça serait long de tout expliquer, mais sur la partie striking, sur quoi un combattant il doit se focus, tu vois? Justement, en off, je t'expliquais, je te demandais, est-ce que c'est plus le 1-2, est-ce que c'est plus les crochets, tu vois? Je sais pas, est-ce que tu fonctionnes comme ça? Est-ce que tu vas Non, non. tu En vois, fait, au pas d'ours, comment, parce qu'on te voit ouais. beaucoup au pas d'ours. Je sais que c'est un truc que tu fais beaucoup. Enfin, même les coachs de striking font beaucoup. Est-ce qu'il y a, tu vois, quand tu vas travailler avec un athlète, il y a un test à faire avant de pouvoir commencer à le corriger. Non, non, non. Non, non, non. Déjà, moi, je sais pas si j'y arrive à la perfection, mais j'essaie de m'adapter au profil du mec. Et tu sais, moi, quand j'étais petit, on m'a appris un truc bateau qui est resté dans ma tête, c'est toucher sans faire toucher. Ok, Voilà. Et la toucher touche, ouais. pour. Voilà. Et ça passe par quoi? Par les déplacements et par les esquives. Donc, moi, j'aime bien cette école de mouvement. Tu vois, j'aime bien le mouvement. Quand tu vois un Raphaël Fiziev, comment il bouge, frérot, c'est quelque chose d'incroyable. Quand je te dis c'est incroyable, là, Ouais, bah c'est vrai que je c'est parle de lui highlight parce quand tu vois que ces esquives, quand on voit ces highlights. c'est trop. Là, je peux te dire, on est en préparation. Le mec a un mouvement de tête stratosphérique et il bouge la tête et les pieds en même temps. C'est-à-dire qu'il va se déplacer en amenant des mouvements de buste. Et ça c'est vraiment la classe pour moi. C'est-à-dire que le mec est capable de rentrer dans ta zone de danger sans se faire toucher, te tabasser le visage et ressortir avant que tu puisses le retoucher. Et ça, quand tu as compris ça, déjà, tu es bien armé. Ouais. Je te posais cette question parce que tu vois, euh, par exemple, le crochet gauche de Alex Pereira, bon, dès qu'il touche, il fait tomber tout le monde. Mais tu vois, est-ce que, par exemple, Alex Pereira, tu trouves que son striking, il est élite? Tu vois, je veux dire, je pense que toi, quand tu Alors, le regardes combattre, tu dois dire, il y a des choses peut-être à modifier ou pas? alors, regarde, tu parles de Pereira, c'est une légende du kickboxing qui Hmm. est devenue une légende du MMA, de l'UFC, tu vois. Ouais. Donc là, on parle d'un monument. C'est-à-dire que Tu connais moi, son coach? non, je ne connais pas son coach. Ok. J'étais avec lui sur le Glory plusieurs fois quand il a combattu. Et moi, Benoît, dire qu'il n'a pas un striking performant, ça serait complètement incroyable de ma part, tu vois. Du coup, Pereira, c'est le gratin, frérot. Et il a quelque chose en plus qui vient, qui vient d'ailleurs, tu vois. Le En mec te fait, tu touche, sais il peut pourquoi plus. je te dis ça? Parce que Parce qu'il n'est pas euh, élégant. voilà, et aussi, par exemple, comparé à Israël Adesanya, et je sais que moi, bah, j'ai pratiqué un peu le kickboxing, on nous apprend, tu vois, des mouvements académiques, et en fait, Bien arrivé sûr. au niveau, les combattants, je trouve ils défait un peu ça, tu vois. Bon, après, ils ont le résultat prime toujours sur Mais la pas manière tous, de encore faire. une fois, pas tous. Il y en a qui ont Ouais. des box très académiques, très académiques. Mais là on parle d'une exception qui confirme la règle. Tu vois ou pas? Le mec, Ok. il te met une droite, il descend la main gauche, mais il a le coup d'œil pour retirer sa tête au bon moment, tu vois, parce qu'il a trop d'expérience. Il est trop bon là-dedans. En Du coup, 2024, pour toi, c'est le striker, enfin, combattant de l'année en termes de striking ah sur oui, l'année 2024, bah oui. Il n'y a pas photo. devant Ilia Topuria? Mais non, pour moi, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Ok. Topuria, attention, très, 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 très fort. Mais là, on parle d'un mec qui a arraché la tête de tout le monde, hein. Il Ouais. a décroché, il a décroché la tête de tout le monde pour de vrai. Topuria, impressionnant. Tu regardes. Mais Pereira, Ouais. c'est une autre sphère pour moi. Ok. 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 Bah, écoute, intéressant. Ouais, j'avais éventuellement une autre question. Justement, demain, un combattant qui commence le MMA, il veut un conseil en striking. Toi, c'est quoi le conseil que tu D'apprendre à, vas lui donner?
Regarde. Est-ce qu'il faut qu'il aille, Moi, est-ce que tu vas l'orienter d'aller faire du kickboxing, tu vois, ou directement tu veux lui apprendre le striking en MMA? Moi, j'ai cette conviction qui dit qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver, qui a commencé par le MMA et qui ne s'est pas dit je vais faire du kickboxing pour du MMA, qui va faire du Muay Thai pour Ils ont commencé à faire du MMA, les mecs. C'est-à-dire qu'ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Là, j'ai coaché un petit, là, Abdulrahman, qui va faire ses débuts prochainement en pro, qui a 24-1 en amateur. Le mec sait tout faire. Il n'a pas un style de kickboxer, il n'a pas un style de Muay Thai, il fait du MMA. Et c'est ce que je conseille à toute la nouvelle génération qui arrive. Il faut faire du striking pour le MMA directement. J'en ai un autre, il s'appelle Villain. Villain, trop fort. Pareil en anglais, il a fait son premier combat pro là, il y a 2 semaines, qui a fait un super KO par un genou sauté. Et tous ces jeunes-là, ils vont pas boxer comme en Muay Thai, ils vont pas boxer comme en kickboxing. Ils ont les mains un peu plus ouvertes pour défendre les takedowns. Ils Ouais. ont les appuis un peu plus écartés, pareil, pour contrer les takedowns. Et c'est vraiment ce nouveau style qui va faire des monstres. Des monstres. D'ici 10 piges, je pense vraiment que le niveau striking ou le niveau MMA va être stratosphérique. Ouais, tu penses que ce qu'il y a toujours un petit peu cette course entre les styles. À un moment, on sait qu'on avait l'ère de Conor McGregor, donc le striking excellait. On a Khabib qui est arrivé avec la lutte, le style Daghestan. Ça a pris de l'emphase. Justement, on a vu beaucoup de cash control, Ouais. tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a Pereira, tu vois. On a des strikers qui reviennent. Mais On a aussi un Ilia Topuria, tu vois, qui vient de la boxe anglaise, qui reprend le mouvement. Est-ce que tu penses, toi, quel est tu vois, le niveau qui excelle le plus, même si oui, dans le MMA, il faut Mais être complet. si tu regardes bien, durant ces dernières années, là, toutes les grosses têtes, pratiquement, sont tombées. Toutes les grosses têtes sont tombées. Alors moi, je suis très mauvais parce Ouais, que je ne suis pas les noms. Je n'ai pas les noms en tête, mais ouais. toutes les grosses têtes sont tombées. Le Ouais, champion ouais, des 77, Ousmane, Kamaru Usman, Leon Edward, Aiki, quoi. il est tombé. Il y a plein de mecs comme ça. Il y a Holloway qui est tombé pour la première fois. Mm, Il y a Adesanya qui est tombé. Il y mm. a que des grosses têtes comme ça qui sont tombées. Et je pense vraiment que dans les années à venir, il n'y aura plus de prédominance pied-point ou prédominance de lutte. Il va y avoir des mecs trop forts qui vont arriver, qui vont savoir lutter et striker et qui vont être intenables. Et ça, Ok. j'en suis persuadé. Tiens, vu que tu viens de le citer, Adesanya, est-ce que tu me ferais pas le plaisir de parler, toi, en tant que coach de striking, ce que tu penses du combat qu'il va avoir face à Nassourdine Imavov, combattant redoutable, qui a une magnifique boxe anglaise, qui a démarré au MMA Factory, qui actuellement est avec Nicolas Haute. Toi, de ton œil de striking, comment tu vois se dérouler ce combat, sans forcément donner de pronostic? Moi, c'est plus ton aspect technique qui m'intéresse de savoir Alors, qu'est-ce que tu en malheureusement, penses. comme je t'ai dit en off, moi, je m'occupe de combattants et je regarde les combattants, les mecs qui vont combattre, les mecs qu'on va rencontrer. Et malheureusement, je ne suis pas du tout l'actualité du MMA à proprement dit. Et bien sûr, j'espère que Nassourdine va gagner, mais je ne saurais pas te faire une analyse parce que je ne le suis pas. Et je n'ai pas suivi les derniers combats non plus d'Adesanya parce que j'avais personne qui rencontrait ces deux mecs-là. Du coup, je ne le suis pas. Je sais qu'il y a Rodrigo Alamos qui est avec Nassourdine, si je ne me trompe pas. Rodrigo, c'est un mec on est dans la même sphère depuis très longtemps. Je l'appelle Docteur Muay Thai. Entre nous, Ah, ah. je l'appelle Docteur Muay Thai parce qu'il est très très fort. Du coup, je souhaite bien évidemment une grosse victoire de Nassourdine, mais je ne saurais pas te dire, je ne saurais pas t'analyser le truc. Quoi. Ok, ok. Eh ben, écoute, est-ce qu'on parlerait pas un peu de ton actu, toi, dans justement pour bon, là, tu nous as parlé de 2024. Pour 2025, qu'est-ce qui arrive? Ben, on le sait que là, actuellement, tu es proche de Donchenko. C'est un combattant qui est dans une organisation du Kazakhstan. Il a arraché la ceinture et il l'a défendu. Combattant ukrainien. Bah, d'ailleurs, il est venu sur la chaîne, il y a une interview de lui. Combattant que je vous invite à aller suivre. Et il me semble qu'il est managé
par un très bon manager qui est proche de certains contacts à l'UFC. Enfin, même, il est en contact avec l'UFC. C'est le manager. Bah, écoute, je te laisse en parler. Tu vas en parler mieux que moi. Écoute, ouais, pour parler de Daniel, il a fait une très grosse année. On a défendu la ceinture du Naïsa. Là, il y a une très grosse actualité qui va arriver, mais qui doit rester confidentielle malheureusement. Il est managé par Sayat, qui est le manager de Fiziev, de Peter Yan, de Shavkat. Shavkat Ramonov. Voilà. Du coup, une très très grosse écurie. J'ai un autre combattant qui combat au One début janvier, là, qui va faire un gros combat sur un mec invaincu qui a 10-0. Donc voilà, une grosse actualité aussi. On prépare le retour de Raphaël Fiziev. Ça va être du très 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 lourd. Il revient en forme et plus fort que jamais, je pense. Voilà, sinon je m'occupe de jeunes montants aussi qui sont là et qui ont les dents très très longues et qui ne cessent de m'étonner. C'est ces jeunes-là qui me rendent ouf, moi. Ça me rend fou de voir ça. Les mecs, ils viennent très humblement. Et frérot, ils ont un déplacement. Il faut checker mes vidéos. Je les promotionne, ces petits-là, ce qui me choque. Ils sont trop forts, ils changent de garde. Ils vont à droite, ils vont à gauche. Ils savent lutter, ils savent... Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai hâte qu'ils montent. J'ai vraiment hâte qu'ils montent. Et j'ai une petite protégée là. Farah, qui combat ce soir en kickboxing et qui devrait faire son 4e combat à l'Octagone après 2 victoires consécutives. On est à 4-1. Elle est managée par Sayat aussi. Donc, elle est sur un très, très gros groupe et sur une très grosse dynamique. Et je pense qu'il nous faut encore 1 an et demi, un an et demi avant qu'on puisse atteindre un très haut niveau. 4-1 pro MMA, 21 ans ou 20 piges. Waouh. Dinguerie. Une dinguerie. Okay. Et comme ça, il y en a. Pur produit du Tiger, du coup? Non, produit du Kazakhstan. D'accord. Avec une super anglaise comme j'aime, qui boxe de loin, avec une super lésion de pont en pied. Incroyable. Incroyable, vraiment, vraiment. Wow. Du coup, monter dans le train comme tout le monde dit en ce moment-là. On va en entendre parler. Je lui souhaite tout le meilleur du monde. Et j'aimerais qu'on pousse un petit peu plus l'analyse du pied-point, tu vois. Ça, c'est ce que on en a parlé vaguement. Et tu vois, il va y avoir des mecs qui sont strikers. Donc, les mecs strikers, effectivement, ils savent faire beaucoup de choses. Mais moi, j'ai envie de te dire, excelle dans la simplicité. Avant d'essayer de faire des trucs compliqués que tu ne maîtrises pas. OK? Et ça veut dire faut pas chercher des enchaînements, faut mieux maîtriser les bases. Alors, ça peut être des enchaînements basiques, d'accord? Mais je vois trop de mecs vouloir complexifier le combat, alors que avoir une bonne anglaise avec un bon low kick solide, déjà, tu es bien armé. Si en plus tu sais bouger ta tête et tes pieds, ça devient génial. Et ce que je dis souvent à des jeunes un peu trop fougueux, c'est d'utiliser leur folie comme le sel sur un plat. Tu vois ce que je veux dire? Tu mets un peu de sel. Tu vas pas mettre ta salière dans le plat. Tu vas pas arriver et sauter partout, tu vois. Le sel, c'est bon. C'est ce qui fait que le plat est bon, tu vois. Mais n'en mets pas trop. Donc, j'essaye de répéter ça aux jeunes qui m'entourent. Restez dans le basique, mais soyez excellents de ce que vous faites. Et s'il y a un truc à passer aux jeunes qui nous regardent, cherchez pas à faire des trucs trop compliqués. Restez sur vos bases. Des bases, un bon uppercut, un bon gauche-droite, un bon low kick, un bon middle. Et tu peux faire déjà beaucoup, beaucoup de choses avec ça, tu vois. Du coup, c'est ce que j'enseigne et je pense que c'est une bonne recette, tu vois. Donc, travailler les bases et surtout bien les maîtriser avant de vouloir travailler des enchaînements. Moi, je voulais te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses de... je sais qu'au niveau des kicks, il y a eu beaucoup l'époque du low kick. Et d'un coup, en MMA, enfin, c'est surtout en MMA que c'est arrivé, les calf kicks. Si je me trompe pas, hein, peut-être je me trompe, peut-être c'est arrivé du kickboxing, je sais pas.
Qu'est-ce que tu penses de cette arme? Et est-ce que pour toi, elle est redoutable, hein, bien sûr, on l'a vu avec Alex Pereira, mais est-ce que tu la, tu la mets en pratique beaucoup? Enfin, tu vois, cette évolution du striking, justement, est-ce que. Carrément, carrément. En Hmm, fait, faut savoir qu'au Glory, les low kicks ne sont pas autorisés en dessous du genou. Et tu n'as pas le droit de taper dans le genou, d'ailleurs. Donc, au-dessus du genou. d'accord. Donc, donc c'est un low kick, on appelle ça. Ok. Et calf kick, c'est en dessous du genou. C'est de venir frapper l'extérieur du tibia qui fait très très mal. Et c'est une arme redoutable. Et pourquoi les mecs font des calf kicks? C'est pour pas se faire saisir et pour pas se faire emmener au sol. Parce que si tu mets un low kick, le mec prend ton low kick, il t'emmène au sol derrière. Si tu lui mets un calf kick, c'est beaucoup plus dur d'aller chercher tout en bas, chercher le pied en bas. Donc une arme redoutable, je vais être honnête avec toi. Tu sais que le premier camp de MMA que j'ai fait, c'est José Aldo contre Peter Yan. Ok. La première fois que j'ai coaché un mec en MMA, c'est Peter Yan contre Aldo. Ouais, Voilà. d'ailleurs, je me rappelle de ce combat, c'était un magnifique combat. Euh, Ok. Et là, Peter me Si je dis dit, pas de bêtises, Patrian, il le gagne en plus. oh, il gagne bien, il gagne bien. Je me Ouais, rappelle plus comment, mais je crois qu'avant ouais, la limite. Avant la limite, il y a quelques années je sais maintenant. pas si, je sais pas s'il finit pas. Ouais, ouais, c'était une guerre. Vas-y, Patrian te dit, Et ouais. du coup, il me dit, coach, qu'est-ce que tu penses de ce low kick? Moi, je prépare à l'époque Mexen au Glory. Tu vois. Je connais pas moi ce low kick. Et là, il me dit, ouais, c'est calf kick. Et en fait, moi, je suis très ouvert. J'aime bien apprendre et j'aime bien me remettre en question et toujours évoluer, tu vois. Et je vois le truc et je me dis, c'est une arme de fou, ça. Ça, c'est une arme de fou. Et ouais, et moi, j'ai découvert ça à cette époque-là. Et tu sais qu'il y a encore certains combattants pro actuels qui viennent du pied-point, tu leur dis calf kick, ils ne te croient pas. Ils te disent non, je vais me niquer. Et c'est une arme de fou, ouais. Et du coup, non, je suis complètement pour et une bête d'arme. Ouais. Ok, Et terrible. il y a un truc aussi que. Ouais, vas-y, n'hésite Il y a pas. un truc. Tu as vu quand les mecs sont en cage control ou ils sont en défense, il n'y a Ouais, pas encore trop de coudes. ouais. Et je suis sûr que ça va arriver, ça aussi. Ça va s'améliorer. Les mecs vont boxer plus avec les coudes pour contrer, tu vois. C'est beaucoup utilisé en Muay Thai. Et je pense qu'il y a une marge de progression aussi là-dessus. Et je Ouais, travaille beaucoup ça aussi en fin c'est- d'entraînement. c'est intéressant ce que tu dis. Toi, tu parles lors de la. Est-ce que vraiment quand c'est contre la cage ou quand il y a la transition justement qu'il se lâche et que là, Non, non, non. pour utiliser les Déjà, coudes? ok, quand il se lâche, c'est déjà utilisé. Mais contre la cage, tu vois, quand le mec contrôle, poum, il contre avec les coudes et tout, D'accord. c'est trop. Et ça, je pense que c'est une belle arme à utiliser, tu vois. Belle arme. Ouais, les coudes en plus, c'est vrai qu'on le voit, c'est dangereux hein, en MMA, Très, ça très ouvre dangereux. direct. Donc, ouais, Archi violent. ouais. Ouais, donc pas mal. Ouais, toi, tu vois quand même des axes d'amélioration du MMA, notamment celle que tu viens de me citer là, quoi. Ah ouais, carrément, carrément. Mais Ouais. encore une fois, j'adore la simplicité. Quand tu Mm. vois Toporia, oh, le mec a deux enclumes Mm. et il fait pas trop de trucs de fou. Hein. Non, Ouais. il boxe en anglaise, il bouge la tête et il est super efficace. Hein. Il va pas te faire trop de retournées, il va pas te faire de trucs sauter ou quoi que ce soit. Hein. Mais il te touche, il te tue. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé le style de Topuria, tu vois, justement, c'est cette anglaise. Et quand je regardais ses vidéos d'entraînement, je voyais qu'il mettait beaucoup l'emphase sur l'anglaise avec son coach de striking. Et je me demandais même si ça allait pas tu vois, le desservir. Ah, Bien mais tu qu'on sait vois. qu'il vient, je crois il vient de la lutte, hein. Il a une grosse base de lutte et de JJB. Mais voilà, il a réussi à les tomber. Et puis, comme tu l'as dit, il a l'enclume, hein. Moi, je voulais Ah te ouais. poser des petites questions. Tu me dis sur 100% l'importance que tu mets à ce coup. Par exemple, le jab. Pour toi, Ah, euh, le jab, frérot, là, tu viens de. Ça, c'est une très bonne question. Le jab, c'est la base. Ah, là, c'est la base demain, moi, je j'ai jamais fait striking. Je viens, je te dis, apprends-moi la première chose Tu, que tu m'apprends. tu commences par le jab. Déplacement, Ok, jab. Non, jab sans déplacement, plus déplacement, jab. ok. Après tu amènes un bon petit gauche-droite, un low kick droit et un low kick gauche. Et ça y est. Ça y est, tu commences à être pas mal. Voilà, parce que justement, tu nous disais qu'il faut maîtriser les bases. Pour toi, les bases, donc c'est ça. C'est un bon Gauche-droite, jab. Ouais,
gauche-droite, jab, cross, le kick, à l'intérieur, à l'extérieur. Ok. Une fois que t'as ça, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Mais le jab, frérot, c'est un de malade. Ouais, arriver à... Est-ce que tu vois à certains niveaux des combattants qui le maîtrisent pas encore, tu vois? Non. Et tu sais que tous les combattants, ils ont un bon crochet gauche. Truc de fou. Tous les combattants ont un bête de crochet gauche. Et comme on est en train de parler de combattants, cette année, j'ai eu la chance de croiser mes pattes d'ours avec le champion du Bellator des 77 kilos, Ramazan, Ok. un Tchétchène. Ouais, j'avais vu passer la vidéo que tu as fait avec. Ouais. Héros, le niveau du mec, il a vaincu, il a je sais pas combien de combats, il a pas beaucoup de combats. 13, un truc comme ça. Il vient avec moi, il commence à boxer. Le mec me choque, on se connecte super bien et tout, il me dit je suis lutteur. Il a un striking comme jamais j'ai vu. Bon, ça c'est la petite parenthèse de Ramazan qui m'a choqué cette année. Mais Ouais, le non, jab, mais je dis à mes elle est combattants, intéressante. des fois, on gagne un combat avec un jab. On gagne un combat avec un jab. Le jab, il peut contrer le low kick, il peut contrer le middle kick, il peut contrer le high kick, il peut contrer le crochet, il peut contrer l'uppercut. Il garde à la distance. Le jab, c'est un coup en or à travailler et à retravailler. Et dernière question, parce qu'après, ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble et je voudrais pas que ça soit trop lourd pour les gens. Comme j'ai Allez. dit, on reviendra en faire régulièrement des podcasts comme celui-ci, parce que j'ai encore plein de questions à te poser. Comment on reconnaît un bon d'un mauvais coach de striking? Je dis ça, c'est encore une fois, c'est pas pour tirer, c'est pour un athlète aujourd'hui qui veut justement gravir les échelons parce qu'on sait que le MMA, tu vois, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont tout miser là-dessus tu vois, pour vivre de ce sport. Donc, je pense qu'ils ont besoin de, et on sait que quand, quand un sport il émerge, il y a des personnes un peu qui s'improvisent un peu coach. Encore une fois, je tire sur personne, hein. C'est une constatation et c'est dans tous les milieux que c'est comme ça. Comment, toi, tu pourrais donner un conseil à toi qui a plus de 20 ans de pratique, hein, tu vois, Alors, je vais te répondre. comment il peut le reconnaître? On a un ami en commun qui s'appelle Papou Lélé. Papou Ouais, Lélé, je gros big up l'aime. à Papou. Voilà, Papou, gros big up à toi. Et Papou, ne cesse de me rabâcher que je suis un excellent coach et je le remercie parce que j'aime pas me tirer la couverture vers moi. Et il me dit, Benoît, les chiffres ne mentent pas. D'accord? Tu regardes le ratio du coach, le nombre de victoires, le nombre de défaites. D'accord? Et ça peut arriver que tu perdes. Mais quand tu as un ratio de défaites élevé, quelque part, ça veut dire que tu passes à côté de quelque chose. Donc, les gars, si vous voulez un bon coach, regardez le ratio de victoire et défaite. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on regarde tout le temps le ratio des combattants. Mais Merci. Tu vois, c'est pour ça que j'ai bien aimé quand tu as dit, ouais, cette année, sur l'année 2024, je suis à 14 victoires et une défaite. Enfin, tu vois, ça m'a interpellé. J'ai dit, mais c'est bizarre, il compte ses victoires. Enfin, j'imagine que tous les coachs le font, mais le disent pas forcément. Je ne crois pas que tous les coachs le font. Moi, ça m'obsède. Crois-moi, ah ouais. Moi, ça m'obsède. C'est une obsession. Là, j'ai des combattants qui arrivent, là, qui vont boxer. C'est une obsession, leur victoire. Je veux absolument qu'ils gagnent. C'est-à-dire, c'est ma priorité dans ma life. Là, j'ai des combattants qui vont combattre là, dans les mois à venir, qui sont en préparation. Bien sûr, quand ils ne sont pas en camp, ce n'est pas ma priorité. Je ne suis pas un psychopathe. Hein. Je ne vais pas lui dire ah. Mais là, on a des combattants avec des dates fixées des adversaires. Et moi, je peux te dire, c'est pas genre je vais là-bas, s'il perd, c'est pas grave. Non. On doit gagner. On doit gagner. Et ça aussi, c'est un trait de caractère que tu dois avoir chez un coach qui est bon ou pas bon, mais faut qu'il ait envie de gagner avec toi, tu vois. Okay. Choisis un coach qui a envie de gagner. Moi, je déteste la défaite.
Écoute, je pense qu'on a été complet pour ce premier podcast. Benoît, je te remercie, je te retiens pas plus. Merci à toi. Merci tu dois aller pour coacher. l'invitation. Là, je vais coacher deux tigres. Écoutez, les gars, je vous invite tous à aller suivre Benoît. De toute façon, vous avez ses réseaux en description. C'est partagé régulièrement sur l'Instagram d'Afterfight. Voilà, suivez. Pour 2025, il y a de grandes choses qui arrivent. De toute façon, on va être là pour en parler. Donc voilà. Merci Benoît. Et si, ouais, vas-y. Si tu veux, on se fait un podcast sur un Fight with USA qui arrive prochainement. Mais on va se le faire. Ne tease pas tout ce qui va arriver, mais on va se le faire. Restez bien dans le bateau. À très bientôt. À plus tard, l'équipe. Ciao.